Ricochet, le magazine qui rebondit de reportage en interview. J'accueille au studio pour son 3e volume l'écrivain Frédéric Gaubert. Bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler aujourd'hui de l'école flottante, éditée chez l'Harmattan. Donc le 3e livre sur le système scolaire français a pour phrase d'introduction, attention c'est une devinette, je vous la lis. Quel est le point commun entre l'école, la monnaie et l'attention? Entre un établissement scolaire, l'art et la bourse? La réponse, un irrésistible flottement. Alors Frédéric Gaubert, d'où vous est venu ce mot flotte, l'école flottante? Alors je ne sais plus d'où est venu le mot, mais ce qui est frappant, c'est de constater qu'on parle de monnaie flottante depuis 1971. Or c'est depuis les années 70, et notamment cette date sur laquelle je reviens dans un essai à paraître dans quelques mois. C'est à partir de cette date que beaucoup de choses sont devenues flottantes, en fait, avec vraiment le grand début du néolibéralisme que l'on peut dater de 1971, et tout devient un peu flottant. Justement, la monnaie devient flottante, la bourse, elle aussi, n'est pas stable, c'est le moins qu'on puisse dire, si l'on constate les centaines de crises qui ont eu lieu depuis, justement, le début des années 70. Mais l'école aussi est flottante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'attention des élèves, on sait bien qu'elle est flottante. Alors, des fois, on peut le voir positivement, comme certains parents qui disent « bah oui, mais les élèves ne peuvent pas être concentrés tout le temps », ce qui est vrai, hein. De là à avoir une attention flottante quasi constante. Par exemple, l'orthographe qui est flottante, avec cette attention, il y a un lien parce que la plupart des fautes que les élèves font sont des fautes d'inattention. On peut donc constater, ou plutôt on pourrait se dire ce n'est pas grave, mais ces fautes prennent des proportions importantes, puisqu'on a vu une étude récemment a montré que 70% de fautes supplémentaires sont à constater aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, et notamment sur des questions de type accord, sujet, verbe, enfin en principe, voilà, on pourrait penser que c'est maîtrisé, et on a beau le dire aux élèves, moi je travaille avec notamment mes élèves de 6e, là, depuis le début de l'année là-dessus, et c'est très difficile de parvenir à faire en sorte que la concentration soit au rendez-vous. Et donc ce flottement est un peu généralisé et va de pair aussi avec une sorte de confusion que constatent plein de gens dans tous leurs métiers, hein, que ce soit des artisans, les industriels, une sorte de confusion dans les règles, dans les lois. Par exemple, la dernière réforme de l'éducation nationale, eh bien, elle flotte elle aussi, puisqu'on est censé la mettre en place, mais en fait, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point, et du coup, on repousse le moment de mettre en place, alors qu'on est quand même déjà au mois de mars. Et pourtant, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en place parce que la réforme a beau avoir été mise en place en septembre, mais tout n'est pas encore terminé. Donc cette sorte de confusion et de flottement, c'est une sorte de règle qui permet aux dirigeants de faire en sorte que le peuple soit un peu perdu et ait bien du mal à s'y retrouver finalement. Et ça va bien dans le sens du capital d'aujourd'hui qui cherche à maîtriser une population qui est censée être de plus en plus éduquée. Et donc il faut maîtriser de manière de plus en plus complexe. Alors vous parliez là de l'orthographe et de cette attention flottante des élèves. Ça ramène l'illettrisme donc au premier plan. Quel est votre état des lieux sur notamment le décrochage scolaire? Alors le problème du décrochage scolaire, il est vraiment intéressant parce que lorsque l'on cherche à savoir quels sont les constats qui sont faits quant aux causes du décrochage scolaire, on en trouve tout un tas, mais les principales causes ne sont pas du ressort de l'éducation nationale. Elles sont reconnues dans des ouvrages tout à fait officiels. Il y a notamment le fait que les élèves en question sont dans des familles monoparentales, dans des familles d'accueil, dans des familles qui ont des situations familiales très compliquées, alliées en plus à des situations économiques ou des élèves de familles d'origine immigrée par exemple. Quand on mêle toutes ces causes-là, on arrive à l'essentiel des situations de décrochage scolaire. Or, les solutions qui sont mises en place sont toutes des solutions qui sont proposées et imposées à l'intérieur du système éducatif. Or, comme les causes essentielles, si on résume, sont à l'extérieur et qu'on met des solutions à l'intérieur, on ne risque pas de régler le problème. Par contre, ça permet d'avoir un bouc émissaire. Ça permet de dire, puisque le système scolaire n'arrive pas à régler le problème du décrochage scolaire, c'est que le système scolaire ne fonctionne pas.
que les professeurs ne font pas ce qu'il faut. Mais on ne peut pas demander à des gens de régler un problème, des problèmes qui ne sont pas de leur ressort. Et du coup, on a un bouc émissaire sous la main, mais le problème est toujours là, mais on fait semblant de le régler. Or, en fait, le but, c'est de ne pas le régler parce que quand on a 6 millions de chômeurs ou 6 millions de gens qui cherchent du travail, plus exactement, et des gens en situation de décrochage, il y a une pression plus importante qu'on peut exercer sur eux et du coup, on peut les exploiter davantage. Alors, vous parlez également dans ce livre de l'ère du développement durable. À l'école, ça peut aller du découpage d'un logo à la surconsommation du ludique électronique. Pour vous, quels sont les enjeux qui se cachent là derrière ? Alors, c'est vrai que les constats que je fais sont assez sombres à chaque fois. On me le dit parfois, on me dit, mais c'est assez... ce que tu écris, c'est très intéressant, mais c'est un peu lourd parce que à chaque fois, tu mets le doigt sur des choses, finalement, on n'aimerait pas forcément en avoir conscience. Au fond, on s'en passerait bien de le savoir. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre. Donc, c'est vrai que j'ai soulevé tous les couvercles et des fois, les odeurs ne sont pas très, très agréables. Donc, le développement durable, voilà, moi, je travaille, j'essaie aussi d'éveiller mes élèves à plein de choses. Mais le développement durable, c'est un concept de la novlangue néolibérale aussi, parce que on essaye de dire aux élèves, c'est ce qu'on est censé faire, attention, il faut consommer mieux, il faut trier les déchets, mais tout cela au milieu d'une profusion d'écrans dans les établissements scolaires, avec les tablettes qui arrivent. Voilà, on est censé leur dire de faire attention à l'usage des écrans, mais en fait on en met encore plus. Donc entre les beaux discours et la réalité du terrain, les élèves, bien évidemment, sont beaucoup plus en phase avec la réalité du terrain, le fait qu'on leur donne plein d'écrans, qu'on va dans ce sens-là, alors que si on leur dit attention, il ne faut pas dépasser tant d'heures, ça leur passe par-dessus la tête. Par contre, le fait qu'on leur donne plein d'écrans à disposition, ça c'est un message beaucoup plus clair et implicitement. Et ce message implicite, c'est consommer des écrans, la pollution des écrans, en amont et en aval, on n'en parle pas non plus énormément. Donc finalement, c'est surtout la consommation, l'hyperconsommation de l'électronique, avec le ludique qui va avec, que les élèves retiennent. Quant au reste, le développement durable, finalement, c'est comment consommer plus en gérant le gaspillage de manière à faire passer ça pour quelque chose d'écologique. Alors enfin, l'architecture scolaire. Donc là, vous allez plus loin dans l'analyse. Des espaces modulables servant en fait à l'hypermodularité attendue des élèves qui sont futurs travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Oui, alors moi, l'architecture, j'ai toujours été passionné par l'architecture en tant que vraiment néophyte. Je ne suis pas un spécialiste. Et je me suis aussi intéressé du coup à l'architecture scolaire et j'ai découvert là aussi, de toute façon, c'était toujours des surprises pour moi. Donc j'espère que les lecteurs, eux aussi, seront surpris. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'architecture contemporaine, je ne parle pas des bâtiments construits au XXe siècle ou avant 1995, disons, mais les bâtiments les plus récents sont des bâtiments qui sont tout à fait en phase avec une conception du travail néolibérale, qui est une conception du travail qu'on retrouve dans le management, avec la modularité, le travail en équipe, qui casse apparemment les hiérarchies pour mieux mettre sous pression les personnels en leur donnant plus de responsabilités tout en les payant moins. Et l'architecture est tout à fait en phase avec ça. C'est une architecture qui va bien dans le capitalisme artiste, qui est donc une architecture atmosphériste. Elle vise à mettre dans une atmosphère, à créer des atmosphères pour, si on prend Google, là on est vraiment dans une caricature, il suffit d'aller voir par exemple le siège social de Google, et là on voit bien ce caractère à la fois spectaculaire et ludique dans le bâtiment. On a aussi le côté modulaire avec donc des salles de classe qui sont cassées, ce qui casse la hiérarchie, le mode de travail scolaire habituel, et en cassant le mode de travail habituel scolaire, eh bien on va dans un sens tout à fait dans le sens du management contemporain. Donc on dit que l'enseignement jusqu'à présent est un mauvais enseignement, il faut enseigner autrement, que les élèves sont beaucoup plus contents si on enseigne autrement. Donc comment enseigner autrement, ça veut dire qu'on
rend les élèves actifs, du coup ils ont envie de travailler, ils sont contents. Donc il y a tout un discours qui est complètement idéologique en réalité, parce que le terrain, à condition qu'on prenne bien en compte l'école de masse, et non pas une école ponctuelle ici ou là, mais si on prend l'école de masse, on se rend compte quand on essaye d'appliquer ça que c'est de l'idéologie pure et que la réalité est tout de même différente. Et cette architecture, eh bien, elle est comme le travail, flexible. Voilà, le travailleur doit être flexible. On appelle aussi l'architecture une architecture flexible, décloisonnée, une architecture qui est censée être écologique. Mais là aussi, quand on se penche sur la question, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout écologique, parce qu'une véritable architecture écologique ne peut pas être spectaculaire, tout simplement. Or, les nouveaux bâtiments, que ce soit les musées, les opéras et même les établissements scolaires, avec moins de moyens, donc évidemment c'est moins spectaculaire, ils vont tous dans le sens de cette spectacularisation, cet hyper-spectacle du néolibéralisme, qui n'est pas du tout écologique en réalité. Et les élèves, le but c'est de les faire baigner là-dedans pour qu'ils soient en phase avec ce monde-là. Donc pour dire les choses autrement, on peut dire aussi qu'on ne peut pas dire que les bâtiments soient décroissants par exemple. Voilà, une revue comme La Décroissance ne se reconnaît pas vraiment dans l'architecture écologique néolibérale. Merci bien. Donc cette tétralogie du système éducatif français se refermera avec votre prochain livre. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs ce quatrième ? Alors le titre est en cours, là, il est provisoire, donc je ne vais pas le donner. Par contre, en gros, il s'agit de partir d'aujourd'hui, du système éducatif actuel, et d'essayer de remonter progressivement jusqu'à la Révolution française pour essayer de comprendre pourquoi il est comme il est aujourd'hui. Alors la Révolution française, ça peut paraître bien loin, mais en réalité, il y a un lien entre les politiques éducatives depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, en passant par les régimes, tous les régimes qui ont eu lieu, c'est-à-dire qu'ils soient monarchistes, celui de Napoléon III, républicain. À chaque fois, il y a une même lame de fond qui anime les politiques éducatives, quels que soient les régimes, et même si on prend en compte le régime de Pétain, par exemple. Ce qui rend le système contemporain... un peu, ça nous laisse perplexes, disons, parce que on nous dit que nous sommes en pleine phase de démocratisation, ou en tout cas de tentative. Or, il y a des choses qui brouillent cette vision, qui est une vision purement idéologique, et qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on est dans la massification de l'enseignement, mais pas de la démocratisation, et ce n'est pas à cause des enseignants ou du système éducatif. Mais il y a des sociologues qui l'ont dit dans les années 1960, 70, même dès 1920, il y a des textes que je cite dans lesquels les gens qui sont un peu lucides écrivent clairement qu'on ne peut pas créer une école égalitaire dans une société inégalitaire. C'est juste un critère de base. École égalitaire dans une société inégalitaire, ça n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on nous dit là depuis des années, c'est ce qu'il faut mettre en place, mais c'est pas possible. Donc il faut trouver des boucs émissaires, là encore on les a, ils sont dans le système éducatif, ce sont les enseignants notamment, donc ça permet là encore d'accuser les enseignants, de les mettre en cause. Alors qu'en fait, de toute façon, ça n'est pas possible. C'est comme pour Mai 68, dont il y a un grand chapitre dans mon dernier livre qui va paraître dans quelques mois là-dessus. Et c'est intéressant parce que Mai 68, qu'on soit pour ou contre, qu'on pense que Mai 68, c'est le début d'une révolution qui a permis de mettre plein de libertés en place, ou bien au contraire, si on est hostile à Mai 68, parce que c'est censé être depuis le bazar complet, dans les deux cas, on s'aperçoit que ces deux visions ne correspondent pas à la réalité historique. Et c'est du coup l'idéologie ambiante qui s'inspire de ça, notamment. Donc l'équipe pédagogique d'Info RC vous souhaite bonne suite et attend avec impatience vos romans jeunesse. Justement, le premier vient de paraître là, il y a quelques jours, et c'est un roman qui se déroule au collège de Privas, au collège public de Privas, et qui parle du gaz de schiste, donc que ce soit sur Privas comme sur Aubenas, c'est vraiment un sujet qui doit rester d'actualité parce qu'on n'en est pas sorti. Et donc j'ai voulu essayer de sensibiliser les adolescents à cette question. Gaz de schiste, ça reste quelque chose pour les adultes, mais je crois que les adolescents sont très concernés aussi. Et donc j'ai voulu faire en sorte que dans un roman jeunesse qui se passe dans un collège, et dont les héros sont deux collégiens, un élève de 6e et une élève de 6e, eh bien cette question soit soulevée avec tous les dangers possibles, réels ou de la fiction, du ressort de la fiction. Merci, bonne écriture. Merci, à bientôt. Ricochet, le magazine qui rebondit de reportage en interview.
Thank you.